5 jours se sont écoulés depuis l'horrible tragédie de la résidence de Brentwood, où Rob Reiner et sa femme Michelle ont été brutalement tués, mais l'affaire n'en est que plus troublante, à mesure que de nouveaux détails font surface. Chaque révélation jette un nouveau froid dans l'opinion publique, renforçant le sentiment d'incrédulité et d'effroi qui entoure ce qui s'est passé derrière les portes closes d'une maison jadis, associée à la chaleur et à la famille. Une reconstitution médico-légale hypothétique a commencé à esquisser la séquence présumée des événements, y compris le moment où Nick Reiner aurait frappé infligeant des blessures mortelles à des zones critiques du corps. Parmi celles-ci, une profonde entaille délibérée dans le cou de Rob, une blessure si grave qu'elle a été décrite comme ressemblant à un ordre glaçant de se taire à jamais. Alors que les enquêteurs reviennent sur chaque élément, l'image qui émerge est celle d'une souffrance prolongée, d'une violence intense et d'un sentiment d'angoisse presque étouffant. Les racines de la tragédie semblent remonter à une confrontation explosive lors de la fête de Noël de Conan O'Brien, où Nick aurait montré des signes troublants d'instabilité émotionnelle et de comportement erratique. Ce qui a suivi par la suite a laissé beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre la froideur pure et simple impliquée. Après les meurtres, Nick aurait quitté les lieux avec un calme troublant disparaissant dans un hôtel plutôt que de chercher de l'aide ou de montrer des remords visibles. Plus choquant encore, des rapports affirment qu'il utilise maintenant l'argent de l'héritage pour s'assurer les services d'Alan Jackson, l'un des avocats de la défense les plus éminents des États-Unis. Pour de nombreux observateurs, il est presque impossible de concilier des actions aussi calculées avec un quelconque sens de la conscience, comme si l'empathie elle-même avait complètement disparu. Selon l'acte d'accusation publié par le bureau du procureur du comté de Los Angeles, l'agression s'est probablement produite peu après minuit et au petit matin, probablement entre 12h30 et 6h00. Pendant cette fenêtre, Nick aurait discrètement quitté sa chambre et serait entré dans la partie principale de la maison où ses parents dormaient dans la chambre principale. Il n'y avait aucun signe d'effraction, car il avait un accès total à la maison et connaissait intimement son agencement, chaque couloir et chaque porte lui étant familier. Après l'agression, Nick aurait quitté la maison immédiatement emportant avec lui, soit une panique écrasante, soit un sentiment de clarté effrayant connu de lui seul. Vers 4h00, il s'est présenté à la réception de l'hôtel Perside à Santa Monica, à environ 20 minutes de route de la résidence de Brentwood. Il a pris une chambre modeste à payer sans attirer l'attention et le personnel de l'hôtel n'a rien signalé d'inhabituel quant à son comportement. Pendant son séjour, il n'a pas été observé en train de téléphoner ou de se reposer pendant une période significative, comme si l'hôtel ne servait que de refuge temporaire ou d'endroit où dériver pendant que son état mental s'effilochait. Les corps n'ont été découverts que vers 3h40 le même jour. Une massothérapeute s'est présentée pour un rendez-vous avec Rob et Michelle, mais n'a reçu aucune réponse à la porte. Alarmée, elle a contacté Romy, qui s'est précipitée dans la maison avec son petit ami. En entrant dans la chambre principale, Romy a trouvé le corps de son père et a immédiatement appelé 911 dans un état de panique. Les agents qui sont intervenus ont rapidement trouvé le corps de Michelle à proximité, confirmant ainsi l'ampleur de la tragédie. Alors que la famille et les autorités étaient confrontés à l'horreur qui régnait dans la maison, Nick est resté libre pendant plusieurs heures. Vers 9h00, les images de surveillance d'une station-service Arco près d'Exposition Park, à proximité de l'USC, l'ont filmé en train d'acheter une bouteille de boisson pour sportifs. Il semblait visiblement anxieux, jetant plusieurs coups d'œil autour de lui, mais il était suffisamment calme pour terminer la transaction sans incident. Quelques minutes plus tard, vers 9h15, des officiers du LAPD travaillant avec les US Marshals l'ont encerclé et arrêté à proximité. Il n'a pas résisté et serait resté silencieux alors qu'on lui passait les menottes. Les images de l'arrestation montrent un jeune homme à l'expression vide et épuisée, son visage semblant dépourvu d'émotion. Les médecins légistes ont ensuite estimé l'heure du décès en se basant sur la rigidité cadavérique et la température du corps. À l'arrivée des secours, les deux victimes avaient déjà commencé à se raidir, ce qui laisse penser qu'elles étaient mortes depuis environ 3 à 4 heures avant d'être découvertes. Les enquêteurs ont également noté des signes indiquant que Nick avait peut-être tenté de se nettoyer soit à la maison, soit plus tard à l'hôtel. Bien que des traces de sang aient pu subsister, les images de surveillance ont permis de suivre ses déplacements après son départ de Brentwood. Quant à l'arme, les experts estiment qu'il s'agit probablement d'un objet facilement disponible dans la maison comme un couteau de cuisine ou un hachoir à viande. Sa familiarité avec l'environnement,
ne nécessitait pas d'outils spécialisés, ce qui lui a permis d'agir avec une efficacité impitoyable à l'intérieur d'une maison qu'il connaissait intimement. Des analyses médico-légales plus poussées ont révélé l'ampleur réelle des violences. Alors que les premiers rapports faisaient état d'une seule coupure mortelle, des examens ultérieurs ont confirmé que Rob et Michelle avaient reçu de multiples coupes de couteau, en plus de graves blessures par taillade. Le professeur Joseph Scott Morgan, expert en médecine légale appliquée à l'Université d'État de Jacksonville et animateur de l'émission Body Bags, a expliqué que les blessures multiples par arme blanche sont un indicateur clair de l'intention et de la force soutenue. De telles blessures nécessitent une grande proximité physique et un effort délibéré, reflétant un niveau de brutalité qui va bien au-delà d'une perte momentanée de contrôle. Selon Morgan, les attaques à l'arme blanche sont parmi les formes d'agression les plus violentes, se produisant généralement à très courte distance et exigeant une énergie physique importante. Lorsque les blessures sont nombreuses, les enquêteurs utilisent parfois le terme « overkill » pour décrire l'intensité de l'attaque. Dans ce cas, la combinaison de profondes blessures par perforation et de longues blessures par tranchage suggère une agression prolongée et intentionnelle, plutôt qu'un acte impulsif unique. D'un point de vue médico-légal, l'égorgement d'une personne est rarement rapide ou sans effort, et nécessite souvent une contention, une pression et des mouvements répétés, ce qui en fait un acte particulièrement délibéré et terrifiant. L'horreur est d'autant plus grande que des rapports indiquent que Rob et Michelle étaient peut-être au lit lorsqu'ils ont été attaqués. Si c'est vrai, cela signifie que l'agresseur connaissait parfaitement leurs habitudes de sommeil et la disposition de la maison. Une agression menée d'aussi près implique une violation totale de l'espace personnel, ce qui pourrait même obliger l'agresseur à monter sur le lit pour exercer une force suffisante. Rien que cette idée est profondément troublante. La scène de crime elle-même a été décrite comme étant fortement imbibée de sang, un témoignage brutal et obsédant de la violence de ces derniers instants qui a laissé une marque indélébile non seulement sur la famille, mais aussi sur tous ceux qui ont suivi l'affaire avec incrédulité et tristesse. Le cou contient de nombreux vaisseaux sanguins importants, et lorsqu'il est endommagé, le sang peut gicler avec force et se répandre largement. Combiné à d'autres blessures par arme blanche, chaque coup de couteau a compromis davantage le système circulatoire jusqu'à ce que la vie s'éteigne. Et toutes les preuves pointent dans une seule direction vers Nick Reiner, la troisième personne vivant dans la maison, et celle qui pouvait librement entrer dans la chambre à coucher de ses parents sans éveiller les soupçons. 3, L'homme accusé d'avoir tué ses parents paie calmement son avocat avec leur propre héritage. Presque immédiatement, une question pressante se pose: combien coûtera la défense juridique de Nick Reiner? Alan Jackson n'est pas un avocat ordinaire. Il est l'un des plus grands noms de la défense pénale aux États-Unis, connu pour ne prendre en charge que les affaires les plus complexes et les plus médiatisées. En revanche, Nick n'a pas de carrière clairement établie, vit largement à la charge de sa riche famille, et a déjà travaillé avec son père sur un projet de film dans 2016. Dans le passé, Alan Jackson aurait réduit ses honoraires pour Karen Reed, mais le montant total des frais de justice s'élevait tout de même à environ 6 millions de dollars. Dans le cas de Nick, les dépenses pourraient être encore plus élevées en raison de la gravité des accusations et de l'attention soutenue des médias. Même avec un taux réduit, une telle somme resterait bien au-delà des moyens de la plupart des gens. Interrogé directement à l'extérieur du palais de justice, Alan Jackson a refusé de commenter l'origine des fonds. Il n'a répondu que brièvement « Je ne peux pas dire qui paie les honoraires ». Ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations du public allant de la théorie selon laquelle Jackson travaille bénévolement en raison de la notoriété de l'affaire à des conjectures plus élaborées sur des arrangements cachés. Cependant, le 18 décembre 2025, plusieurs sources proches de la famille Reiner ont révélé un détail choquant. Les honoraires d'avocats seraient payés par la succession de Rob et Michelle Reiner, dont la valeur est estimée à environ 200 millions de dollars. Cette décision aurait été motivée par les membres survivants de la famille tels que Jake et Rami Reiner. Malgré leur profond chagrin et leur indignation, ils ont choisi d'engager la meilleure représentation juridique possible pour Nick dans le but d'obtenir une défense fondée sur la maladie mentale et l'absence de responsabilité pénale. Ils estiment que si Nick est interné dans un établissement psychiatrique de haute sécurité au lieu d'être condamné à la prison à vie,
l'issue serait plus humaine et correspondrait peut-être à ce que Rob et Michelle auraient eux-mêmes souhaité pour leur fils. Selon la loi californienne, si Nick est reconnu coupable de meurtre, il perdra tous les droits d'héritage de ses parents. Toutefois, la loi n'interdit pas aux autres membres de la famille ou aux exécuteurs testamentaires d'utiliser une partie de la succession pour couvrir les frais de justice de l'accusé avant qu'un verdict définitif ne soit rendu. Certains experts juridiques indépendants, tels que Sean Weisbart, ont déclaré que cette pratique était légalement admissible au stade actuel de la procédure. Néanmoins, des opinions opposées soutiennent qu'un exécuteur testamentaire pourrait refuser d'autoriser de tels paiements afin d'éviter des risques juridiques et financiers potentiels. À ce jour, il n'y a eu aucune confirmation officielle de la part de la famille ou du tribunal concernant la source précise des fonds, ce qui laisse de nombreuses questions sans réponse parmi le public et ceux qui suivent l'affaire de près. 4. Virgule première. Apparition de Nick Reiner devant le tribunal. Avant d'aller plus loin dans les détails déchirants, l'accent est mis sur la situation juridique actuelle de Nick Reiner. Outre les 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, le dossier fait état de circonstances aggravantes dues à la présence de multiples victimes. Nick est actuellement détenu à la prison du comté de Los Angeles et a comparu pour la première fois devant le tribunal. Il portait le costume bleu distinctif réservé aux accusés, conçu à la fois comme une mesure de sécurité et comme un symbole frappant d'une chute totale. Il est représenté par Alan Jackson, le célèbre avocat de la défense connu pour avoir gagné de nombreuses affaires très médiatisées. Au cours de l'audience, le juge a interdit les caméras en direct, ce qui a renforcé le sentiment de mystère et de tension entourant la procédure. L'avocat Jackson a demandé un report de la mise en accusation formelle afin que Nick puisse réfléchir à la possibilité de plaider coupable ou non. La demande a été approuvée et l'audience a été reportée au mois de janvier. 7, laissant de nombreuses questions sans réponse. Le seul moment où le public a entendu Nick s'exprimer a été lorsque le juge lui a rappelé ses droits constitutionnels. « Monsieur Reiner, renoncez-vous à votre droit à un procès rapide pour que la mise en accusation soit reportée au mois de janvier ?» Nick a répondu brièvement « Oui, votre honneur ». Pas d'explication, pas de justification, pas d'émotion visible. L'audience s'est terminée si rapidement qu'elle en a été presque choquante. Le 7 janvier est désormais devenu un jalon critique, une date sur laquelle le public et les médias continueront de concentrer leur attention, tandis que la tragédie de la famille Reiner continue de couver dans l'imagination collective. La brièveté et la froideur de l'audience n'ont fait que souligner une chose. L'affaire est loin d'être terminée et tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine session du tribunal où la justice elle-même sera mise à l'épreuve. Et avant de passer à ce procès historique, revenons sur les aspects les plus horribles mis au jour par les enquêteurs de la police dans cette affaire. Tout d'abord, le rassemblement tendu qui s'est déroulé sur le 13 au domicile de Conan O'Brien. 5, Nick Reiner's Battle with Addiction. Derrière cette tragédie, il est impossible d'ignorer le long et douloureux combat de Nick Reiner contre la toxicomanie. Né en 1993, la descente de Nick dans la toxicomanie a commencé très tôt, alors qu'il n'avait que 15 ans, vers 2008. C'est alors qu'il a expérimenté pour la première fois l'héroïne et la cocaïne, des substances puissantes qui ont entraîné son adolescence déjà perdue dans une sombre spirale descendante. Fils du célèbre réalisateur Rob Reiner et petit-fils du légendaire Carl Reiner, Nick a grandi sous le poids écrasant d'une célébrité qu'il n'a jamais demandé, sentant qu'il n'avait pas sa place dans le monde étincelant d'Hollywood. Dès les premiers signes que sa famille a reconnu la gravité du problème, Rob et Michelle ont envoyé Nick dans un centre de réhabilitation pour la première fois, alors qu'il était encore mineur. Cependant, ce n'était que le début d'un long cycle d'admission en réhabilitation et de rechute au moins 17 ou 18 fois au cours des seules premières années, selon les récits ultérieurs de Nick lui-même. Il restait sobre juste assez longtemps pour être autorisé à rentrer chez lui, mais rechutait presque immédiatement piégé dans ce qui lui semblait être une boucle sans fin et sans issue. Les parents de Nick, en particulier Rob, ont déployé tous leurs efforts pour aider leur fils à surmonter ses difficultés. Ils lui ont offert des opportunités de carrière, lui ont apporté un soutien financier et émotionnel, et l'ont même autorisé à vivre dans leur maison de Brentwood pour qu'il puisse se remettre sur pied. Rob a dit un jour
Être parent, c'est ne jamais abandonner ses enfants quoi qu'ils fassent. Pourtant, la tragédie a frappé lorsque le fils qu'ils aimaient le plus est devenu le responsable de leur mort prématurée. Lorsque ses parents ont adopté une approche plus stricte, souvent décrite comme un amour dur, Nick a choisi de quitter la famille pour faire les choses à sa manière. Il est devenu sans-abri errant à travers des États tels que le Maine, le New Jersey et le Texas. Il a plus tard qualifié ces années de sombre, la période la plus sombre de sa vie, au cours de laquelle il a failli mourir à plusieurs reprises, ne survivant que par pure chance. Sans maison ni soutien, Nick a vécu entièrement dépendant de la drogue et des relations dangereuses de la rue. L'année 2015 marque une brève lueur d'espoir. À l'âge de 22, Nick atteint une période de sobriété relativement stable. Il collabore avec son père à l'écriture et à la production du film Being Charlie, une œuvre semi-autobiographique basée sur sa propre lutte contre la toxicomanie. Pendant cette période, Nick est retourné vivre avec ses parents à Los Angeles. Et le projet de film a contribué à rapprocher le père et le fils, guérissant partiellement les profondes blessures familiales qui s'étaient accumulées au fil des ans. Mais cette sobriété n'a pas duré. Par 2018, Nick a admis qu'il avait rechuté lourdement dans la consommation d'héroïne et qu'il avait même failli mourir d'une crise cardiaque provoquée par la cocaïne alors qu'il se trouvait dans un avion. Au cours d'une crise de drogue prolongée, il a gravement endommagé la maison d'hôte de ses parents, brisant les lumières de la télévision et les meubles dans tout l'espace. Après cet incident, Rob et Michelle l'ont forcé à partir et l'ont renvoyé une nouvelle fois en rééducation. À partir de 2020, Nick a été autorisé à revenir vivre dans la maison du Maine à Brentwood. Cet arrangement était une tentative de la famille de superviser et de soutenir Nick même si son comportement devenait de plus en plus instable. Les rapports indiquent que Michelle et Rob étaient très inquiets de la santé mentale et de la toxicomanie de Nick dans les mois qui ont précédé la tragédie. Sa vie nous rappelle douloureusement que, aussi grand que soit l'amour et l'attention d'un parent, la tragédie peut parfois rester inévitable. Ensuite, nous allons nous livrer à quelques spéculations sur le procès à venir, d'autant plus que l'avocat de Nick est une personnalité très connue, Alan Johnson. Voyons comment Nick a pu s'assurer les services d'un avocat aussi prestigieux. 6, la drogue peut-elle aider Nick Reiner à échapper à la justice? Enfin, un point crucial. Mérite d'être examinée la stratégie juridique qu'Alan Jackson pourrait suivre dans la défense de Nick Reiner. Discutons-en ensemble. Selon les derniers rapports et les informations de la police de Los Angeles, des témoins dans un hôtel de Santa Monica ont vu Nick Reiner après l'incident et l'ont décrit comme étant très défoncé. Ce détail est considéré comme pertinent pour ses antécédents d'abus de substances psychoactives. Mais cela n'est pas suffisant pour établir la folie légale. Tout au plus, cela peut affecter l'évaluation de sa capacité à contrôler son comportement à ce moment précis. Même si Nick a consommé des drogues, ce seul fait ne constitue pas une défense légale valable devant un tribunal, sauf dans des circonstances très limitées. La consommation de substances psychoactives peut influencer l'élément d'intention dans une accusation de meurtre au premier degré, mais dans des cas comme celui-ci, si un suspect récupère une arme après une dispute, ce comportement démontre clairement la préméditation et l'intention. Par conséquent, monter une défense basée sur la dépendance ou la capacité mentale diminuée se heurterait à des obstacles importants. Dans l'affaire de la famille, Reiner, Rob et Michelle auraient été tués à l'aide d'un couteau. Il n'est pas certain que Nick ait apporté le couteau avec lui ou qu'il en ait utilisé un disponible dans la maison, mais les détails de la dispute précédente suggèrent des signes de préparation. La consommation de drogue pourrait légèrement atténuer ce facteur, mais elle n'a qu'un poids limité dans les évaluations juridiques en vertu du droit californien. Dans cet état, si Nick est reconnu coupable de meurtre au premier degré avec circonstances particulières, il pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En l'absence de circonstances atténuantes, la peine va de 25 ans à la perpétuité. Il n'y a aucune indication de légitime défense ou d'homicide involontaire. Il semble qu'il s'agisse d'un meurtre motivé par des raisons personnelles ou de ce qui est souvent décrit comme un crime passionnel. L'affaire est d'autant plus importante que les victimes étaient Rob Reiner et Michelle, des personnalités bien connues d'Hollywood. Les témoins potentiels pourraient être Conan O'Brien, Larry David, Billy Crystal, et d'autres dont les témoignages chargés d'émotion pourraient transformer le procès en une véritable tragédie hollywoodienne jouée dans une salle d'audience.
Le procès devrait avoir lieu à la fin de l'année 2026 ou 2027 et il est fort probable qu'aucun accord de plaidoyer ne sera conclu. Le procureur Nathan Hochman devrait s'appuyer à la fois sur les preuves matérielles et sur le récit global de l'affaire pour poursuivre Nick, ce qui pourrait faire de ce procès l'un des plus médiatisés aux États-Unis depuis l'affaire O.J. Simpson ou le procès des frères Menendez. Dans ce contexte, chaque aspect du comportement de Nick, sa dépendance, son état mental et la brutalité du crime seront examinés à la loupe par le tribunal. Néanmoins, il est clair que la tragédie d'une puissante famille d'Hollywood a forcé le monde à faire face à une histoire à la fois profondément déchirante et profondément choquante. En outre, des preuves médico-légales récentes auraient établi un lien direct entre Nick Reiner et la scène du crime, notamment des séquences vidéo, des traces de sang et d'autres preuves physiques. Cela rend la tâche de la défense encore plus difficile, en particulier lorsqu'il s'agit d'invoquer la légitime défense, étant donné que Rob et Michelle étaient âgés alors que Nick n'a que 32 ans, ce qui ne laisse aucun motif légitime pour une telle justification. En ce qui concerne l'état mental, certaines affaires reposent sur des arguments d'homicide involontaire, c'est-à-dire sur l'absence d'intention de tuer. Cependant, dans ce cas, la preuve d'une préparation préalable apparaît clairement. Une dispute avec ses parents, suivie du coup de couteau fatal, suggère fortement qu'il ne s'agit pas d'un accident. Un rapport de People indique que les gorges de Rob et Michelle ont été tranchées. S'il laisse confirmer ce détail, indique un niveau élevé de préparation, impliquant éventuellement d'approcher les victimes par derrière. Ces informations préliminaires renforcent encore la position de l'accusation. Alan Jackson, à la tête de la défense, sera confronté à d'immenses défis. L'emplacement exact des corps dans le manoir n'a pas encore été révélé, et le système de sécurité de la maison et les caméras de surveillance peuvent avoir capturé des moments critiques de l'incident, ce qui met une pression énorme sur tout récit de la défense. Enfin, en ce qui concerne Nick Reiner lui-même, comme vous le savez, déjà il a grandi dans une extrême richesse, mais a également lutté intensément contre la toxicomanie, un problème que les familles de tous les niveaux de revenus à travers le pays peuvent comprendre. Lorsque l'on considère un jury constitué dans le comté de Los Angeles, tous les jurés ne seront pas riches, et il faut se demander comment ils percevront un homme qui a vécu de la célébrité et de la fortune de ses parents. Et nous vous invitons à nous faire part de vos réflexions. 7, la nuit fatiguée. Un argument de tense entre le fils et les parents, avant le tragédie. Le samedi soir, décembre 13, 2025, la maison de l'humoriste Conan O'Brien à West Los Angeles s'est illuminée et a résonné des rires de certains des visages les plus célèbres d'Hollywood. La fête de Noël annuelle de Conan a toujours été un événement très attendu, une occasion rare où les stars pouvaient se détendre et se mêler librement sans caméra. Rob Reiner et sa femme Michelle Singer. Reiner était présent comme d'habitude, mais cette fois-ci, ils ne sont pas venus seuls. Ils ont emmené leur fils cadet, Nick Reiner, une décision qui, selon de nombreux observateurs, a été prise en raison d'une inquiétude profonde et croissante. Rob et Michelle ne voulaient pas laisser Nick seul à la maison. Au cours des mois précédant cette nuit-là, il était devenu de plus en plus instable. De vieilles addictions refaisaient surface des nuits passées à errer sans explication et des appels téléphoniques nocturnes qui réveillaient ses parents en sursaut effrayés. Ils ont décidé d'emmener Nick à la fête d'une part dans l'espoir que l'atmosphère joyeuse lui remonte le moral et d'autre part parce qu'ils voulaient garder un œil sur lui. Nick ne figurait pas sur la liste officielle des invités, mais Rob a envoyé un SMS à Conan à l'avance et le gracieux hôte a immédiatement accepté. Lorsque la famille est arrivée, tout a d'abord semblé normal. Rob a entouré Conan d'un bras pour le remercier. Michelle a souri chaleureusement dans son élégante robe sombre. Nick lui est resté à l'écart. Vêtu d'un sweat à capuche gris usé et relevé, il s'attarde silencieusement dans un coin, alors que les autres invités sont habillés avec soin et discutent avec animation. Nick erre seul, ses yeux anxieux, scrutant chaque visage comme s'il cherchait quelque chose que lui seul pouvait voir. Quelques minutes plus tard, son comportement étrange commence à attirer l'attention. Nick s'approche brusquement des invités en posant des questions qui mettent les gens mal à l'aise. Quel est votre nom? Votre nom complet. Êtes-vous célèbre? Sa voix est plate et sans émotion, mais son regard est intense et sans œillères. De nombreux invités répondent poliment,
puis tentent de s'excuser. D'autres ont chuchoté entre eux que le jeune homme avait l'air effrayant. Jane Fonda s'est souvenue plus tard qu'elle avait eu froid dans le dos lorsque Nick s'était tenu trop près d'elle et l'avait fixé sans ciller. L'incident le plus grave a impliqué Bill Hader. Nick s'est soudainement inséré dans une conversation privée de Bill Hader et a répété les mêmes questions troublantes. Hader a essayé de rester poli, expliquant qu'il était au milieu d'une conversation personnelle. Nick n'a pas bougé. Il reste là dans un silence pesant, à regarder fixement Hader avant de se retourner brusquement et de s'éloigner, sa colère étant clairement visible. L'atmosphère autour d'eux se fige et plusieurs personnes se retournent pour le regarder partir. Rob Reiner se rend compte que la situation est en train de se dégrader. Il a entraîné Nick dans un coin isolé près du couloir et sa voix a commencé à s'élever. La dispute a éclaté rapidement et bruyamment au point que les invités des autres chambres pouvaient l'entendre. Rob a réprimandé son fils pour avoir mis les gens mal à l'aise et lui a dit qu'il devait se contrôler. Michelle se tenait à proximité, essayant tantôt de calmer son mari, tantôt d'exhorter Nick à se calmer. Mais Nick n'écoutait pas. Il répliquait par des remarques hostiles et acerbes, sa voix devenant de plus en plus forte. La confrontation a duré plusieurs minutes, assez longtemps pour jeter une ombre lourde sur toute la fête. Après cet échange tendu, Rob et Michelle ont décidé de partir. Ils ont peu parlé, mais leurs yeux étaient remplis d'inquiétude lorsqu'ils ont regardé Nick, le fils qu'ils avaient aimé et essayé si désespérément de protéger. Un témoin se souviendra plus tard qu'ils sont partis, mais qu'ils n'ont pas cessé de regarder leur fils comme pour lui dire « Nous t'aimons quoi qu'il arrive, mais pour l'instant, nous devons partir ». Ce soir-là, Nick n'est pas parti avec ses parents. Il est resté à la fête un peu plus longtemps, son visage s'est assombri. Son comportement est indéchiffrable. Son comportement a ébranlé de nombreux invités qui ont eu le sentiment troublant qu'une tempête se préparait tranquillement. Personne n'aurait pu imaginer que quelques heures plus tard, une tragédie se déroulerait dans la maison de la famille Reiner à Brentwood. L'affaire Rob Reiner et Michelle Reiner reste une tragédie inachevée et profondément douloureuse. Des derniers détails sur le moment de l'attaque et la scène du crime à l'arrestation de Nick Reiner, tout révèle une histoire imprégnée de chagrin au sein même de la maison de Brentwood, que la famille considérait autrefois comme un lieu de paix. Le pardon de l'amour et les années d'efforts pour sauver Nick de la dépendance ne survivent plus que dans les souvenirs des membres de la famille et des collègues, car la tragédie a déjà eu lieu. Vous êtes-vous déjà demandé dans ces derniers instants si Rob et Michelle avaient réalisé à quel point leur tentative pour sauver leur fils était devenue vaine? Quelqu'un aurait-il pu imaginer qu'une vie d'amour et de sacrifice se terminerait d'une manière aussi dévastatrice? Ces questions hantent non seulement la famille Reiner, mais aussi tous ceux qui suivent cette histoire. Merci de rester avec nous tout au long des développements de cette affaire. Laissez un commentaire pour partager vos sentiments et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant des nouvelles informations sur cette tragédie et d'autres affaires très médiatisées. Votre attention et votre voix sont aussi une façon d'honorer les victimes et de garder leur histoire vivante.